Question directe avec Tristan Cabello, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là, historien et politologue spécialiste des États-Unis, professeur à l'université Johns Hopkins, auteur de La victoire de Zoran Mamdani à New York, un laboratoire pour la gauche. Incroyable tout de même, Tristan Cabello, de voir à quel point les démocrates et les républicains s'opposent totalement sur cette question du pouvoir de l'administration Trump pour déclencher la guerre en Iran. Le clivage semble profond, alors qu'une guerre devrait être transpartisane. C'est pas ça le paradoxe ? Oui, alors surtout que les Américains sont majoritairement contre quand même la guerre. Dans les sondages d'opinion. Dans les sondages d'opinion. Et ils ne sont pas très divisés en fait. C'est-à-dire qu'on a 60-70% selon les sondages d'Américains qui sont contre. Alors plus on est à gauche, plus on est contre, plus on est à droite, plus on est pour. Mais même chez les Républicains, en fait, l'adhésion à cette guerre, elle est très fine. Pourquoi ? Parce qu'on voit que 55% des Républicains sont pour. Là, vous parlez de la population de la population. Qui a donc voté Trump. Qui a donc voté Trump. Donc c'est qu'en fait une majorité qui est très courte. Mais la moitié d'entre eux disent aussi, s'il y a beaucoup de morts américains, nous n'allons pas soutenir cette guerre pendant très longtemps. Donc on voit qu'il y a quand même une population qui est majoritairement contre cette guerre. Or, on voit que le Sénat n'est pas du tout représentatif de cette population. Les sénateurs républicains sont comme un seul homme derrière Donald Trump. Il me semble qu'il y en a un seul qui est voté. Alors, il y a contre. deux sénateurs qui n'ont pas voté pour cette résolution. Et puis, il y a aussi un sénateur démocrate qui a voté pour. C'est le sénateur John Fetterman. Et il faut aussi dire que la plupart des démocrates sont assez ambivalents là-dessus. C'est-à-dire qu'on a vu, par exemple, Elissa Slotkin, qui est plutôt de la branche, disons, modérée du Parti démocrate, qui a dit, écoutez, we're in it. On est dans cette guerre maintenant, on y va jusqu'au bout. Donc voilà, il y a une grande ambivalence et une grande déconnexion en fait entre ce que le Sénat et la Chambre des représentants fait et le peuple américain. Mais pourquoi est-ce qu'ils sont tout de même comme un seul homme derrière Donald Trump, ces sénateurs républicains, Tristan Cabello? Et d'ailleurs, ça devrait être à nouveau le cas à la Chambre des représentants. Donc le texte, a priori, devrait être aussi rejeté à la Chambre, puisqu'elle est majoritairement républicaine aussi. Ouais, alors, est-ce que c'est lié aussi aux élections à mi-mandat, ou est-ce qu'il y a une conviction profonde que Trump a le droit, que l'exécutif a le droit de déclencher une guerre ? Alors, il y a ça, il y a une interprétation de la Constitution qui est très pro-exécutif, pro-président. Ils votent pas tous comme un seul homme. Alors, c'est-à-dire que c'est vrai que les sénateurs sont très pro-Trump, mais dans le camp MAGA, dans le camp Trumpiste, on voit que quand même l'adhésion s'effrite. On a bien sûr des néoconservateurs qui sont très pour la guerre, mais on a aussi des gens dans la branche MAGA, type Marjorie Taylor Greene, qui n'est plus elle d'ailleurs, qui n'est plus dans cette branche, mais qui l'était, qui était une grande représentante d'ailleurs, qui se dit complètement contre cette guerre. Donc on voit qu'il y a une ambivalence quand même dans le camp Trump. Ils ne votent pas tous d'un seul homme derrière Donald Trump. Et c'est vrai que les midterms arrivent. Et là, on commence à être dans un cycle quand même de primaires qui apparaît très ouvert. Donc voilà, il y a des midterms qui arrivent. Alors justement, lorsque vous parlez de ce clan MAGA, donc de ces Trumpistes, à quel point ils sont divisés, si on regarde Tucker Carlson, l'ancien présentateur de Fox News, lui aussi est opposé à la guerre. Vous avez parlé de Marjorie Taylor Greene. Ils sont tout de même nombreux. Alors on se demande à quel point justement ces MAGA, cette MAGA-sphère, ces Trumpistes, sont divisés. Est-ce qu'on est de l'ordre de 50-50 pour ou contre la guerre, ou est-ce que finalement ils sont majoritairement, cette sphère MAGA, opposée à une intervention extérieure ? Oui, on le voit quand même là dans le résultat que l'on a des midterms. On voit que certains candidats pro-trumpistes perdent les primaires, d'autres les gagnent, c'est vraiment 50-50. Mais surtout, ce que l'on voit, c'est que c'est quand même un camp qui, contrairement à ce que l'on croit, reste mobilisé. C'est-à-dire que ces primaires, il y a des taux de participation qui sont énormes. Alors aussi bien du côté républicain que du côté démocrate, mais en tout cas du côté républicain, les gens sont toujours là derrière Donald Trump. Donc on parle souvent d'une figure très affaiblie. Dans son camp, il fait venir quand même les gens aux urnes. Donc il les fera venir, vous pensez, aux élections de mi-mandat. Mais si cette guerre dure, est-ce que ça va se voir dans les urnes, Tristan Cabello ? Est-ce que cette sphère MAGA ne va pas lâcher finalement
un vote républicain? Ouais, alors moi je crois qu'il y a peut-être plus à attendre quand même des démocrates. Moi j'écris tout un livre sur Zoran Mamdani où je dis que bon, peut-être que cette élection à New York, elle va être la première de plusieurs élections qui vont mettre en valeur des candidats plutôt progressistes. Et en fait, c'est ce qui se passe. On voit que là, il y a une opposition qui se forme contre Donald Trump, même contre d'ailleurs la branche modérée Modéré des du Parti démocrates. démocrate. On voit que dans des élections de mi-mandat, des primaires où des gens ne vont pas voter en général, on a des participations qui sont très fortes et surtout, on a Vous des faites référence à candidats. quel État, là? Alors au Texas et Texas. au New Jersey. Et donc dans le Texas, par exemple, juste il y a 2 jours, on a vu 2 candidats s'affronter. Une candidate plutôt modérée, Jasmine Crockett, pour le poste de sénateur, qui était vraiment adoubée par toute la sphère démocrate, de Kamala Harris à Bernie Sanders. Quelqu'un qui est très populaire en fait, hein. Eh bien, elle a perdu cette primaire. Et c'est James Talarico, un petit instituteur d'une trentaine d'années qui n'était pas du tout connu, qui a gagné très haut la main de plus de 200 000 voix. Donc on voit qu'il y a des candidats comme ça Alors qui sont... pourquoi? C'est parce qu'en fait, il y a une défiance maintenant à l'égard de ce parti démocrate plus centriste. Oui, peut-être. Et C'est puis l'effet sur... Zoran Mamdani. Alors, c'est pas juste l'effet Zoran Mamdani, c'est-à-dire que c'est plutôt l'effet d'ailleurs qui revient à Bernie Sanders il y a 10 ans. C'est vraiment des succès qui viennent de loin. C'est des succès qui ont mis vraiment très très longtemps à arriver. Et là, on a des candidats, alors comme Zoran Mamdani, comme James Talarico, comme Anna-Melia Mera dans le New Jersey, des candidats qui sont anti-système, qui se disent c'est plus la différence, c'est plus trop droite-gauche, démocrate, républicain. C'est nous les petits, la classe ouvrière, la classe moyenne contre les riches. Et donc là, c'est vraiment un nouveau paradigme politique qui va certainement émerger dans les primaires et dans les midterms. Et qu'est-ce que ça va donner face aux Trumpistes, justement? Finalement, il y a une radicalisation des deux côtés. Voilà, il y a une radicalisation des deux côtés. Moi, je crois que ce qu'il va falloir regarder là, c'est quel est le camp qui est le plus mobilisé. Alors, ce que l'on voit, c'est que les Trumpistes sont toujours mobilisés. Je crois qu'il ne faut pas du tout les enterrer, mais ils sont moins mobilisés que le camp démocrate. C'est vrai que le camp démocrate, là, ils explosent absolument tous les taux de participation dans les primaires. Alors, au New Jersey et même l'élection de Zoran Mamdani est un exemple. Je crois que le camp démocrate est beaucoup plus mobilisé que le camp républicain, avec des candidats tout à fait nouveaux, hein, qui sortent vraiment de nulle part. Il y a vraiment un renouvellement des candidats et des programmes face au camp républicain qui est un tout petit peu moins mobilisé, mais qui reste quand même très fort. Un mot sur justement l'administration Trump et sa position face à cette guerre en Iran, Tristan Camello. On voit bien tout de même que là aussi, il y a des divisions entre un Marco Rubio très va-t-en-guerre, faucon, et puis le secrétaire d'État américain, et puis J.D. Vance, qui lui, en fait, on l'entend très peu, il est catholique. Manifestement, lui n'est pas vraiment favorable à cette guerre. Donc, est-ce qu'il y a une vraie rivalité entre les deux? Et ça se verra peut-être à la prochaine présidentielle. Oui, oui. Alors il y a tout à fait il y a vraiment une rivalité. D'ailleurs, J.D. Sur cette Vance, guerre, ils n'ont on pas la ne même l'a position. pas du tout entendu depuis le début de la guerre. Je crois qu'on n'a pas entendu. Hein. Donc là, il y a une vraie rivalité. Et puis, vous savez que Marco Rubio et J.D. Vance, ce sont en fait les deux dauphins qui vont s'affronter s'il y a une primaire, à la prochaine primaire du Parti républicain. Et ce sont deux personnes qui sont non seulement très talentueuses, mais qui ont en plus deux visions complètement différentes du Parti républicain. J.D. Vance, qui fait vraiment partie de la branche MAGA, peut-être plus populiste, plus extrémiste. Et anti-guerre, non? Et donc il pourrait se positionner là-dessus. Et Marco Rubio, qui est plutôt un néoconservateur assez classique finalement, mais qui a rallié le camp MAGA. Donc là, il y a aussi une opposition au sein du camp républicain, comme on le voit dans le camp démocrate, c'est-à-dire ces deux camps qui sont vraiment profondément fracturés, et il va y avoir des clarifications de lignes là, qui vont arriver dans les prochaines semaines. Alors, clarification de ligne, quelle est celle de Trump au final? Est-ce qu'il va se laisser influencer par sa sphère MAGA et décider littéralement du jour au lendemain, après-demain, de sortir de la guerre ou pas? Alors moi, j'aimerais bien être dans la tête de Trump pour un peu savoir ce qui s'y passe, mais c'est très dur. Il y a des volte-face, et puis c'est vrai que la communication finalement est très brouillonne. On ne sait toujours pas pourquoi ils sont allés en guerre. On a des ceux qui communications. parlent de guerre préventive, Voilà, lui a parlé de son instinct. De son Donald Trump, instinct, voilà. On a le New York Times nous dit qu'ils ont été vraiment mis au pied du mur par Netanyahou. Bon, on ne sait pas vraiment ce qui s'est passé. Et là, il affirme à Reuters que les États-Unis vont avoir un rôle à jouer dans la désignation du prochain chef, du prochain leader
en Iran. Bon, Voilà. Donald Trump essaie de sauver quand même une présidence qui est assez mal partie. C'est-à-dire il y a beaucoup de problèmes aux États-Unis, des problèmes d'ordre économique. Il y avait les Epstein Files aussi. Là, il essaie de se un peu redorer son blason avec en se montrant chef de guerre. Ça peut marcher, mais ça peut être Triomphaliste. aussi à double tranchant parce que, comme vous l'avez dit, les MAGA n'étaient pas du tout pour cette guerre. Donc voilà, les prochaines semaines vont peut-être nous apporter des réponses un peu plus claires. Merci beaucoup, Tristan Cabello, d'avoir Merci. été avec nous, historien, politologue, spécialiste des États-Unis. La victoire de Zoran Mamdani à New York, un laboratoire pour la gauche, ça c'est votre dernier livre.